Pourquoi les éveillés quittent-ils la société? Jung disait « Ce n'est pas un accident, c'est une nécessité ». Il parlait de ce moment étrange où un individu cesse de supporter le bruit du monde, les conversations superficielles, les rituels sociaux vides de sens. Cela commence doucement. Un jour, vous réalisez que chaque dîner mondain vous épuise. Les nouvelles, les débats, les petites disputes de bureau vous paraissent soudain grotesques. Et peu à peu, sans même l'avoir planifié, vous vous retirez. Carl Jung avait observé ce phénomène chez ses patients et en lui-même. Il écrivait que l'éveil spirituel amplifie la perception jusqu'à la rendre presque insupportable. Ce qui était autrefois tolérable devient assourdissant. Comme si la conscience avait été réglée sur une fréquence plus fine. Chaque hypocrisie, chaque faux semblant, chaque masque social devient visible. Et plus vous voyez, plus cela pèse. Ce n'est pas une simple préférence pour la solitude, c'est une surcharge psychique qui vous pousse à chercher le silence presque comme un réflexe de survie. Jung racontait que, après sa rupture avec Freud, il vécut une période de désorientation si intense qu'il s'enferma dans une retraite intérieure. Il se consacra à ses visions, à ses rêves, à ce qu'il appela plus tard le Liber Novus. Cette période, loin de l'agitation de Zurich, fut le creuset où il affronta ses propres démons et forgea une psychologie nouvelle. Ce n'était pas une fuite du monde, mais un passage initiatique. Imaginez un patient, un homme d'une quarantaine d'années, brillant cadre d'entreprise, qui vient consulter Jung. Il n'a aucune raison d'être malheureux. Carrière stable, famille aimante. Pourtant, il dit qu'il ne supporte plus les réunions, les conversations banales, les ambitions mesquines de ses collègues. Il se surprend à fantasmer sur une cabane au fond des bois. Jung ne le traite pas de misanthrope. Il lui dit que son âme réclame de l'espace, que ce malaise n'est pas une pathologie, mais un appel. C'est ici que la plupart des gens se trompent. Ils croient que se retirer est un échec social, qu'il faut se forcer à participer, rester normal. Mais l'éveillé n'a plus le choix. Ce retrait est le prix de la vision. Comme le dit Maître Eckhart, Dieu ne peut entrer dans une âme encombrée. Il faut d'abord vider la maison. La société exige que vous soyez toujours disponible, toujours performant, toujours distrait. Mais l'esprit éveillé se met en grève. Il refuse de continuer comme avant. Cette étape est douloureuse, car elle ressemble à une mort lente. Les amitiés se distendent, les fêtes deviennent insupportables. Vous dites non à des invitations, et bientôt les autres cessent de demander. Vous vous retrouvez seul, parfois plus seul que vous ne l'auriez cru possible. Et pourtant, dans ce vide, quelque chose commence à naître. Une voix plus profonde, un centre qui n'était pas audible auparavant. Jung décrivait cela comme le début de l'individuation, ce processus par lequel on cesse de se définir uniquement par les attentes collectives. On commence à écouter ce que l'inconscient veut dire. Et ce message, au départ, n'est qu'un murmure. Arrête-toi. Reste seul un moment. Écoute. Ce qui pousse l'éveillé à se retirer n'est pas seulement la fatigue du bruit, mais la découverte progressive que la plupart des gens vivent dans un rêve partagé. Jung parlait de l'inconscient collectif comme d'une immense trame où chacun joue un rôle sans le savoir. Les conventions sociales, les idéologies, les rites quotidiens, tout cela forme une matrice invisible qui maintient l'ordre mais aussi l'illusion. Quand votre conscience s'ouvre, vous commencez à voir ces fils. Vous remarquez que les gens répètent des opinions qu'ils n'ont jamais examinées, que leur colère et leurs désirs semblent copier-coller. La publicité leur dit ce qu'ils doivent vouloir, la société leur dit ce qu'ils doivent craindre, et ils obéissent sans résistance. Pour l'éveillé, cette vision est vertigineuse. Ce qui semblait solide devient théâtre. Nietzsche écrivait « Celui qui combat les monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même ». Mais il disait aussi que celui qui voit trop clairement doit s'isoler, car la clarté offense ceux qui préfèrent l'ombre. Lorsque vous commencez à parler de ce que vous voyez, de la superficialité, de l'absurdité des jeux sociaux, on vous traite de cynique, d'asocial, parfois de fou. C'est là que le retrait devient encore plus nécessaire. Ce n'est pas un rejet des autres par haine, c'est un mouvement de préservation intérieure.
car rester trop longtemps exposé aux illusions collectives, alors que vous les voyez, peut devenir un enfer psychique. Jung comparait cela à l'effet d'une lumière trop vive. L'œil doit se fermer un instant pour ne pas être brûlé. Et c'est là que le spectateur de cette vidéo se reconnaît peut-être. Cette lourdeur qu'il ressent dans les espaces sociaux, cette fatigue après une journée passée à jouer le rôle, ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas que vous soyez antisocial ou incapable de vous adapter. C'est que votre psyché a cessé de consentir à certaines illusions. Et cela vous met en tension avec le collectif. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent comme si elles étaient sur pilote automatique? Combien s'agitent, consomment, se disputent, se comparent, mais ne se demandent jamais pourquoi? L'éveillé ne peut plus faire semblant de ne pas voir cela. Et cette lucidité crée une distance. Ce n'est pas vous qui partez vraiment, c'est le monde qui commence à s'éloigner, comme si vous regardiez un film dont vous connaissez maintenant le scénario. La société, de son côté, résiste à ce mouvement. Elle vous veut impliqué, productif, distrait. Les institutions, les réseaux sociaux, les médias, tout est conçu pour vous ramer dans le flux, pour vous convaincre que le problème, c'est vous, que si vous êtes triste ou désengagé, c'est que vous êtes malade. Jung avertissait que pathologiser cette crise était une erreur, car ce qui se passe n'est pas une dépression, mais une mue. Dans ce passage, il y a un moment critique. Vous pouvez choisir de vous anesthésier, de vous forcer à redevenir comme avant, ou bien vous laisser conduire plus profondément dans le retrait. La plupart choisissent la première option, car elle est plus confortable, plus socialement récompensée. Mais l'éveillé n'y arrive plus. Les anciennes distractions ne fonctionnent plus. Les plaisirs faciles n'apaisent plus rien. C'est là que commence la vraie solitude. Non seulement l'absence de gens autour de vous, mais le détachement intérieur. Vous cessez de vouloir être compris. Vous cessez de vouloir plaire. Et à cet endroit, quelque chose en vous commence à respirer. Vous découvrez qu'en dessous du bruit, il y avait toujours un silence. Et que ce silence n'est pas vide. Il est plein de quelque chose d'inconnu qui vous appelle. Quand le retrait devient total, le véritable travail commence. La solitude cesse d'être seulement une absence et devient un espace actif. C'est ici que Jung situait la zone la plus cruciale de l'individuation. 3 expériences majeures y attendent l'âme éveillée, et chacune peut être bouleversante. Première expérience, la confrontation avec l'ombre. Sans les distractions sociales, sans les écrans et les bavardages, vous n'avez plus d'échappatoire. Ce que vous fuyez, vos colères, vos blessures, vos peurs, se manifestent enfin. Jung disait que l'ombre contient tout ce que nous avons refusé d'être. Dans la solitude, ces parties se lèvent une à une, comme des spectres demandant à être reconnus. Vous vous surprenez à rêver de vieilles humiliations, à revivre des colères d'enfance, à ressentir des jalousies oubliées. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Car ce qui n'est pas intégré revient toujours sous forme de destin. Deuxième expérience, la dissolution des identités sociales. Vous n'êtes plus défini par votre rôle. Plus de collègues à impressionner, plus de statuts à défendre, plus de moi façonné pour les autres. C'est vertigineux, car une part de vous meurt vraiment ici. Les identités que vous aviez construites s'effritent. L'enfant modèle, le professionnel compétent, le personnage drôle ou séduisant. Dans le silence, il ne reste qu'un être nu, dépouillé. Jung appelait cela la mort symbolique, l'étape par laquelle le vieil ego se défait pour laisser la place au soi. Troisième expérience, la rencontre avec le self. C'est le moment le plus mystérieux. Après la tempête, un calme profond s'installe. Vous commencez à sentir une présence en vous qui n'est pas l'ego, plus vaste, plus sage, plus ancienne que votre histoire personnelle. Jung décrivait ce moment dans son livre rouge. Il se voyait parler avec des figures intérieures, dialoguer avec des archétypes, recevoir des images qui transformaient son esprit. Ce n'était pas de la folie, c'était une descente délibérée dans les profondeurs de l'inconscient afin d'y rencontrer ce qu'il appelait le guide intérieur. Cette expérience est si puissante qu'elle change votre relation au monde. Vous cessez de chercher les réponses à l'extérieur car vous découvrez que la source de sens se trouve en vous. Vous n'avez plus besoin de l'approbation constante des autres. Vous commencez à choisir vos relations non par peur de la solitude, mais par affinité authentique. Les mystiques de toute tradition ont décrit la même chose. Maître Eckhart parlait de « naître de Dieu dans le silence ».
Les soufis appellent cela le khalwa, la retraite sacrée. Les bouddhistes parlent de shunyata, la vacuité qui révèle la nature de l'esprit. Jung, de son côté, avait le langage de la psychologie moderne, mais il désignait la même réalité, l'éveil de la conscience au-delà du moi social. Cette phase peut durer des mois, parfois des années. Elle n'est pas linéaire. Par moments, vous vous sentez illuminé, relié à tout. Puis soudain, vous retombez dans l'angoisse, le doute, la mélancolie. C'est normal. L'ancienne personnalité se défend, tente de reprendre le contrôle. Mais chaque cycle vous mène plus profondément vers le centre. Pour le spectateur qui traverse cela en ce moment, il est crucial de comprendre « Non, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous êtes en train de muer. » Et comme toute mue, c'est douloureux, désorientant, parfois terrifiant. Mais c'est aussi la preuve que quelque chose de plus grand essaie de naître en vous. La solitude est une école sévère. Si elle n'est pas comprise, elle peut devenir une prison. Jung mettait toujours en garde. Le processus d'individuation frôle parfois la folie. Car l'ego, en se défaisant, passe par un état de désorientation totale. Vous ne savez plus qui vous êtes, ni pourquoi vous êtes ici. Les repères sociaux s'effondrent, les croyances s'effritent. Cette phase est si troublante qu'on pourrait la confondre avec une dépression profonde. Certains de ces patients ont connu ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme. Ils passaient des jours entiers enfermés, à écrire, à dessiner des mandalas, à pleurer sans comprendre pourquoi. Jung n'essayait pas de les distraire ni de les ramener à la normale. Il les encourageait à rester dans ce passage, à dialoguer avec les images intérieures, à donner forme à leur chaos. Mais il savait aussi que cette étape comportait un risque, celui de se perdre dans l'inconscient, de glisser dans la psychose. C'est pourquoi il insistait sur l'importance d'un fil conducteur, un rituel, une pratique, un symbole qui serve d'ancrage. Lui-même construisait des figurines, peignait des visions, écrivait chaque jour pour garder le contact avec la réalité consciente. Il appelle cela « tenir le fil d'Ariane ». Sans ce fil, l'exploration de l'inconscient peut tourner au labyrinthe sans sortie. Il existe aussi un autre danger, celui de l'amertume. Beaucoup, une fois retirés du monde, deviennent hostiles à l'humanité. Ils se sentent supérieurs, jugent les autres comme des dormeurs, méprisent la société. Cette attitude, Jung l'appelait l'inflation. Le moi se gonfle d'avoir vu ce que les autres ne voient pas. Mais cette inflation peut devenir un piège, car elle isole encore plus et empêche la véritable intégration. La solitude ne doit pas vous transformer en prophète amer, mais en être humain plus profond. Et puis, il y a le risque du désespoir. La période de retrait peut être si longue, si silencieuse, que l'on croit qu'elle ne finira jamais. Certains abandonnent à ce stade. Ils reviennent dans la société, mais brisés, cyniques, éteints. D'autres sombrent dans l'addiction ou la résignation. Pourtant, pour ceux qui tiennent, un point de bascule arrive. Jung décrivait ce moment comme une percée de lumière dans l'obscurité, un rêve, une intuition, un symbole qui redonne sens et direction. Prenons l'exemple d'une patiente que Jung suivit. Après des mois de silence intérieur, elle rêva d'une source d'eau claire jaillissant au milieu d'un désert. Ce rêve devint pour elle une carte. Elle comprit qu'au cœur même de sa solitude, il existait un centre vivant qui voulait s'exprimer. Ce fut le début de sa guérison. Pour le spectateur qui traverse cette nuit, il est vital de recevoir ce message. Non, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes dans l'atelier secret de la transformation. Votre solitude n'est pas une signe de maladie, mais une initiation. Et même si vous sentez que le monde vous a abandonné, sachez que vous n'êtes pas le premier à marcher ce chemin. Les mystiques, les philosophes, les poètes l'ont tous connu. Et si vous continuez, vous en sortirez plus solide, plus vrai. Jung disait « L'individuation ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir complet. Et la complétude exige de traverser l'ombre, le vide, le vertige. » C'est un passage étroit, mais il mène à une conscience plus vaste. Après avoir traversé la nuit, quelque chose change. Vous n'êtes plus le même. Vous ne cherchez plus à fuir le monde, mais vous ne voulez plus y retourner tel que vous étiez. C'est ici que commence l'intégration. Revenir vers la société, mais avec une conscience transformée. Jung comparait ce moment au retour du héros dans les mythes. Après avoir descendu dans les enfers de l'inconscient, l'individu remonte à la lumière, avec un trésor, une connaissance nouvelle, une énergie plus profonde.
Il ne revient pas pour redevenir normal, mais pour incarner ce qu'il a découvert. Cela peut prendre la forme d'une nouvelle vocation, d'un art, d'une manière différente de se relier aux autres. La pratique de la solitude ne disparaît pas complètement. Elle devient volontaire. Vous continuez à créer des espaces de silence, non par fuite, mais par hygiène spirituelle. Écrire dans un journal, méditer, marcher seul dans la nature, dialoguer avec vos rêves, ce sont autant de moyens de garder le contact avec ce centre que vous avez découvert. Ce retour vers le monde demande courage, car la société n'a pas changé. Elle reste bruyante, exigeante, pleine de distractions. Mais vous n'êtes plus pris dans son engrenage. Vous pouvez y participer sans vous perdre. Vous choisissez avec soin les relations, les engagements, les conversations. Et quand le tumulte devient trop fort, vous savez où retrouver le silence. Jung insistait sur ce point. L'individuation ne signifie pas se couper définitivement du collectif, mais se tenir à une juste distance. Trop s'immerger et vous vous dissolvez dans les attentes sociales. Trop vous isoler et vous vous desséchez dans l'ombre. La maturité spirituelle consiste à marcher entre ces deux pôles, à garder le lien, tout en restant fidèle à votre centre. À ce stade, beaucoup ressentent une compassion nouvelle pour les autres, car vous voyez désormais leur lutte. Vous savez qu'ils ne sont pas aveugles par choix, mais parce qu'ils n'ont pas encore traversé leur propre nuit. Vous cessez de les juger. Vous devenez peut-être pour eux un point de repère, une présence silencieuse qui prouve qu'une autre manière de vivre est possible. Et c'est peut-être là le sens ultime de cette sainte solitude. Non pas fuir le monde pour toujours, mais y retourner en portant une lumière. Vous devenez moins réactif, moins dépendant de l'approbation extérieure. Vous pouvez écouter sans vouloir convaincre, agir sans chercher à contrôler. Pour le spectateur de cette vidéo, le message final est clair. Si vous traversez en ce moment un retrait profond, ne désespérez pas. Ce n'est pas la fin de votre histoire, mais le commencement d'une conscience plus vaste. La solitude est la matrice où votre véritable être prend forme. Et lorsque vous serez prêt, vous reviendrez. Non pas pour rejouer l'ancien rôle, mais pour incarner ce que vous êtes vraiment. Comme le dit Maître Eckhart, l'homme doit devenir ce qu'il est déjà. Et c'est dans le creuset de cette sainte solitude que vous découvrirez enfin qui vous êtes.